Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Mia Carter est née dans une famille qui n'avait jamais semblé vouloir d'elle. Dès l'instant où elle prit sa première inspiration, ses parents, Robert et Patricia, avaient déjà les mains pleines avec les deux frères et sœurs aînés de Mia, tous deux élèves modèles. À leurs yeux, Mia était simplement un enfant de trop. Elle arriva alors que la famille joignait à peine les deux bouts, et la réaction immédiate de son père, comme elle l'apprit plus tard, fut un murmure dur à sa mère, « Nous ne pouvons pas nous en permettre un autre ». En grandissant, on rappelait constamment à Mia qu'elle n'était pas à la hauteur. Tandis que ses frères et sœurs étaient félicités pour chaque petite réussite, regardez le score parfait de Richard en maths. Ou, Caroline n'est-elle pas tout simplement la meilleure au violon? Mia ne recevait que des soupirs de déception. Même lorsqu'elle faisait de son mieux, ses efforts étaient balayés d'un revers de main. À la maternelle, elle dessina une image de la famille se tenant la main. Son institutrice dit que c'était magnifique, mais lorsqu'elle le rapporta fièrement à la maison, sa mère y jeta à peine un coup d'œil avant de le jeter sur un comptoir de cuisine encombré. Rien de ce que faisait Mia ne semblait importer. Un après-midi gris, alors que Mia aidait sa mère à plier le linge, elle demanda avec des yeux innocents, « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Patricia se figea un instant, se tournant pour lancer à Mia un regard plat, presque irrité. Puis elle soupira. « Arrête de poser des questions idiotes, Mia, » répondit-elle. « Bien sûr que oui, mais tu ne vois pas que je suis occupée ?» Le ton suffit à faire sombrer le cœur de Mia. Elle voulait tellement être reconnue, être vue comme une fille chérie plutôt que comme un inconvénient. À l'école, Mia trouvait de brefs moments de réconfort en cours d'art plastique, où elle découvrit qu'elle avait un don pour le dessin. Elle se perdait dans les couleurs vives et les formes tourbillonnantes, imaginant des mondes où les gens prenaient soin les uns des autres, quels que soient leurs défauts. Pourtant, chaque fois qu'elle essayait de partager cette partie d'elle-même à la maison, peut-être en offrant un dessin à son père, il grognait sans s'engager ou marmonnait quelque chose comme « Pas maintenant, Mia. Plus tard. » Mais, plus tard, n'arrivait jamais. Avec le temps, le message s'ancra. Sa famille l'avait déjà catalogué comme l'original. Le mouton noir. L'enfant qui était, trop calme, trop rêveuse et trop inutile. Et ainsi, Mia apprit à naviguer dans ses journées en espérant des miettes d'affection, tandis qu'une partie grandissante d'elle-même lui chuchotait qu'elle pourrait vraiment être sans valeur. Le jour de la fête du 14e anniversaire de Mia, elle se réveilla avec des papillons dans l'estomac. Malgré le mépris de sa famille, elle s'accrochait à l'espoir que les anniversaires étaient spéciaux, que peut-être, juste peut-être, ce serait le jour où elle se sentirait aimée. Elle passa la matinée à choisir une chemise propre et à se coiffer soigneusement. Son cœur battait d'excitation à l'idée d'un sourire chaleureux ou d'une étreinte sincère. Alors que les parents et quelques voisins se rassemblaient dans le salon, Mia planait en marge de la foule. Les conversations portaient principalement sur ses frères et sœurs aînés. Comment son frère Richard se débrouillait brillamment dans l'équipe de basket, comment sa sœur Caroline avait récemment remporté un autre prix académique. Le nom de Mia était à peine mentionné. Mais elle essaya de ne pas se laisser déranger. Elle s'accrocha à la petite lueur d'espoir que bientôt, quelqu'un lui tendrait une carte d'anniversaire ou un cadeau et dirait « Nous t'aimons, Mia ». Une demi-heure passa, et la tension dans sa poitrine grandit. Finalement, son père s'éclaircit la gorge et s'adressa aux invités. « Eh bien, c'est le grand jour de Mia », dit-il en forçant un sourire. 14 ans, 1. Les invités applaudirent poliment. Mia força un sourire timide, s'avançant en attendant que son père dise quelque chose de gentil, quelque chose de paternel. Au lieu de cela, Robert laissa échapper un rire dédaigneux. « Je me souviens quand Richard a eu 14 ans. » dit-il en regardant fièrement son fils. Nous savions tous qu'il allait devenir un athlète vedette. Mais Mia ici? Elle est, eh bien. Elle se cherche encore, je suppose. Une vague de rire gêné parcourut la foule. Mia sentit ses joues brûler. Il donnait l'impression qu'elle n'avait aucun talent, aucune promesse, aucun avenir. Puis, devant tout le monde, le visage de son père se durcit. « Mais si vous voulez mon avis, continua-t-il, elle doit commencer à devenir sérieuse. Je ne la vois pas faire grand-chose. Parfois, je me demande si elle deviendra jamais quelque chose.
Un silence tomba sur la pièce. Les yeux de Mia se tournèrent vers sa mère, la suppliant silencieusement d'intervenir. Mais Patricia détourna simplement le regard, comme si elle était d'accord avec chaque mot. Le cœur de Mia battait si fort dans ses oreilles qu'elle entendit à peine la vague de rire suivante. Juste au moment où elle pensait que ça ne pouvait pas être pire, son père lui fit signe d'un geste dédaigneux de la main. « Souffle tes bougies, Mia, dit-il. Fais au moins ça correctement. » Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle se mordit la lèvre et s'approcha du petit gâteau d'anniversaire. Les bougies vacillaient, se moquant d'elle. D'une voix tremblante, elle souhaita silencieusement prouver un jour qu'ils avaient tort. Puis elle souffla les flammes. Les applaudissements furent clairsemés et peu enthousiastes, comme si son propre anniversaire était une réflexion après coup. À cet instant, Mia sentit un poids lourd sur sa poitrine, l'aboutissement d'années de rejet subtil et manifeste. Elle réalisa qu'elle s'était accrochée à un fantasme fragile selon lequel sa famille pourrait soudainement voir sa valeur. Mais si son propre père pouvait ouvertement l'embarrasser le jour de son anniversaire, peut-être avait-il raison. Peut-être n'y avait-il rien en elle qui vaille la peine d'être célébré. Les semaines qui suivirent l'anniversaire de Mia apportèrent de nouvelles couches de tension dans la maison. Elle remarqua que les yeux de son père se plissaient chaque fois qu'elle essayait de parler de son avenir ou de mentionner des idées qu'elle avait lues à la bibliothèque. Il cassait, « Qu'est-ce que tu sais même du succès, Mia ?» Et sa mère soupirait simplement en signe d'accord, comme si c'était épuisant d'entendre Mia parler. Un soir, Mia était allongée dans son lit, pensant à son avenir. Elle avait lu une fois la biographie d'une entrepreneur à succès qui avait bâti une marque mondiale à partir de rien. L'histoire la captiva, et elle se mit à rêver d'une vie où elle pourrait gagner son propre argent, être son propre patron, et ne plus jamais avoir à mendier de la validation. Elle se chuchota, « Je peux le faire. S'ils le peuvent, pourquoi pas moi ?» Sans que Mia le sache, son père se tenait juste devant la porte de sa chambre. Il l'entendit parler toute seule de succès. La rage monta en lui, alimentée par des années de stress financier et d'amertume. Il ouvrit la porte brusquement sans frapper. Les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» siffla-t-il. Surprise, Mia se redressa. « Je disais juste que je veux réussir, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Je veux prouver. » Son père la coupa d'un éclat de rire dédaigneux. « Prouver quoi ? Que tu es une rêveuse. » Il s'approcha, les poings serrés. « Tu te crois meilleur que nous ? Que tu vas devenir riche et célèbre par magie ? Ne me fais pas rire. » Les yeux de Mia s'emplirent de larmes. « Papa, j'essaie juste. » « Tu n'essaies rien du tout, » rugit-il. « Tu es un fardeau, Mia. Tu as toujours été un fardeau. Si tu veux vraiment réussir, vas-y sans vivre au crochet de cette famille. » Il attrapa un petit sac à dos dans un coin de sa chambre, y fourra quelques-uns de ses vêtements et le lui jeta dans les bras. « Sors, gronda-t-il, la voix tremblante de colère. J'en ai marre d'entendre tes bêtises. Vas-y, sois un grand succès. On verra combien de temps tu tiens là dehors. » Le cœur de Mia battait la chamade de terreur. Elle jeta un coup d'œil au-delà de son père, espérant que sa mère ou ses frères et sœurs apparaîtraient à la porte pour la défendre. Mais personne ne vint. Elle était seule. Serrant le sac à dos, elle se releva en titubant. D'un dernier geste furieux, son père désigna la porte d'entrée. « Dehors » cria-t-il. « Et ne t'avise pas de revenir avant d'avoir fait quelque chose dont tu puisses te vanter. » Secouée jusqu'au plus profond d'elle-même, Mia sortit dans l'air frais de la nuit, la porte claquant derrière elle. Les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête, mais pour Mia, elle n'offrait aucun réconfort. Son corps entier tremblait. Elle se sentait à la fois terrifiée et étrangement libre, comme si elle se tenait au bord d'une falaise sans autre issue que d'avancer, ou de tomber. Mia marcha pendant des heures, l'obscurité de la nuit correspondant au désespoir dans son cœur. Elle n'avait pas d'argent, pas de véritable plan, et nulle part où aller. Chaque coin de rue semblait menaçant, chaque ombre une menace potentielle. À minuit, l'épuisement la rongeait. Ses pieds lui faisaient mal et son estomac gargouillait de faim. Finalement, elle se retrouva derrière une petite supérette à la périphérie de la ville. Une unique lumière faible bourdonnait près de l'entrée arrière, révélant un hangar métallique rouillé. La porte était légèrement entr'ouverte. Désespérée, elle regarda à l'intérieur. C'était exigu et sentait les vieux produits chimiques,
avec quelques étagères branlantes empilées de boîtes que personne n'avait touchées depuis des années. Pourtant, cela offrait un toit au-dessus de sa tête et des murs pour bloquer le vent. Comparé aux rues vides, cela semblait presque sûr. « Je suppose que c'est chez moi pour l'instant », murmura-t-elle en entrant. Elle laissa tomber son sac à dos dans un coin et se laissa glisser contre le mur, serrant ses genoux. Les larmes brouillaient sa vision. Le silence n'était rompu que par le faible bourdonnement d'un compresseur de réfrigérateur distant provenant du magasin. Alors que les heures passaient, Mia essayait de trouver du réconfort dans une seule pensée. Elle était libre du mépris de son père. Mais c'était une piètre consolation, éclipsée par le froid, l'obscurité et la réalité brutale qu'elle était seule au monde. La peur la tint éveillée longtemps, chaque bruit la faisant sursauter. Dans la faible lumière du matin, elle inspecta son environnement. Des grains de poussière flottaient dans les rayons de l'aube. Le sol du hangar était jonché de vieux reçus et de boîtes vides. Une famille d'araignées avait élu domicile au plafond, tissant des toiles enchevêtrées dans les coins. Le seul réconfort que Mia trouva fut de se dire que c'était temporaire. Elle refusait de croire que c'était sa dernière étape. Son cœur s'accrochait au rêve qu'il avait poussé ici en premier lieu, prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Ce jour-là, alors qu'elle oscillait entre sommeil et éveil, elle rejoua les souvenirs du ricanement de son père, de l'indifférence de sa mère et des sourires dédaigneux de ses frères et sœurs. Les larmes venaient par vagues. Elle n'avait rien, aucune ressource, aucun soutien familial, et même pas un ami à appeler. Mais en elle, une minuscule étincelle obstinée de détermination brillait. « Je leur montrerai », dit-elle à voix basse. « Un jour, ils regretteront de m'avoir traité comme un rien. » Les jours qui suivirent furent parmi les plus durs de la vie de Mia. L'argent était inexistant. Elle n'avait pas de travail, pas de téléphone, et pas de vêtements propres en dehors de ce qu'elle avait emporté dans son sac à dos. Sa vie tournait autour de la survie de base. Le matin, elle sortait discrètement du hangar, craignant d'être découverte par le propriétaire du magasin ou par un passant qui pourrait la dénoncer pour intrusion. Elle errait dans les rues, scrutant les trottoirs à la recherche de pièces de monnaie tombées ou d'une éventuelle annonce d'emploi dans une vitrine. Vers midi, lorsque la faim devenait insupportable, elle fouillait dans les poubelles à la recherche de nourriture jetée. L'humiliation était presque trop lourde à supporter, mais la famine était un puissant facteur de motivation. Le 4e jour de cette vie, quelque chose de remarquable se produisit. Elle trouva un cahier à spirale en lambeaux dans une poubelle publique. Au début, elle le ramassa juste pour voir s'il restait des pages propres qu'elle pourrait utiliser. Peut-être pour noter un plan pour trouver du travail. Mais quand elle vit que la plupart des pages étaient encore vierges, un vieux sentiment d'excitation la submergea. Elle se souvint à quel point elle aimait dessiner autrefois. À cet instant, elle prit une décision. Ce carnet serait sa bouée de sauvetage. Elle y déverserait ses idées, ses frustrations et ses rêves. Ce soir-là, elle se blottit dans le hangar avec un stylo qu'elle avait emprunté au comptoir d'un restaurant. Sous la faible lueur d'un lampadaire à l'extérieur de la porte ouverte, elle commença à dessiner. Elle dessinait des motifs aléatoires, des logos, des formes abstraites et de petits personnages de dessins animés ou tout ce que son esprit imaginait. Elle se surprit à imaginer des noms de marques audacieux, une typographie sophistiquée et des palettes de couleurs vives. Bien que son estomac gargouille sans cesse, elle se perdit dans le processus créatif. Un jour, murmura-t-elle, quelqu'un remarquera ce que je peux faire. Malgré ces sombres circonstances, un sentiment d'utilité s'enflamma en elle. Chaque ligne qu'elle traçait ressemblait à un fil tissant son destin. Les tiraillements de la faim persistaient, mais le rêve brûlait plus fort. Et alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, elle serra le carnet contre sa poitrine, déterminée à ne pas le laisser s'échapper dans l'obscurité de sa réalité actuelle. Le lendemain matin, les croquis au crayon de Mia s'étaient multipliés. Chaque page du carnet affichait des logos potentiels pour des entreprises fictives qu'elle inventait dans son imagination aux boulangeries, studios de fitness, galeries d'art et cafés. Le seul problème était qu'elle n'avait pas de réelle opportunité de les montrer à quelqu'un d'important. Cela changea lorsqu'elle rencontra Monsieur Lehmann, le propriétaire chaleureux d'un modeste café du centre-ville. Mia fouillait dans une poubelle voisine lorsqu'elle remarqua un employé retournant un panneau sur la porte, passant de « ouvert » à « fermé ». Curieuse et désespérée, elle colla son visage contre la vitre et vit le tableau des spécialités du jour à l'intérieur. L'écriture était faite à la hâte, presque illisible. Une idée germa dans son esprit. Elle poussa timidement la porte.
Monsieur Lehmann, un homme au visage rond et aux yeux bienveillants, leva les yeux. Nous sommes fermés, mademoiselle. Je suis désolé, dit-il en essuyant le comptoir. Mia déglutit. En fait, je cherche du travail, commença-t-elle, la voix tremblante. Je vois que votre tableau de menu pourrait utiliser un meilleur design. Je fais de l'art. Il haussa un sourcil. Vraiment? Vous avez un portfolio ou quelque chose comme ça? Mia hésita. Devait-elle lui dire la vérité? Qu'elle était sans abri, vivant dans un hangar, avec seulement un carnet abîmé à son nom. Au lieu de cela, elle sortit soigneusement le carnet de son sac à dos. Tenez, dit-elle doucement en le lui tendant. Ce n'est pas un vrai portfolio, mais ce sont quelques designs que j'ai faits. Monsieur Lehmann tourna les pages, son expression passant de la curiosité à une véritable fascination. C'est impressionnant, admit-il. Vous avez trouvé ça toute seule? Mia hocha la tête, le cœur battant. Oui, monsieur. J'adorerais aider si vous avez besoin de refaire vos tableaux. Je peux faire quelque chose d'accrocheur. Les gens remarqueront vraiment ce que vous vendez. Il tapota pensivement un doigt sur le comptoir. Très bien, je vais vous donner une chance, dit-il enfin. Je ne peux pas promettre beaucoup d'argent, mais je vous paierai pour chaque design de tableau. Marché conclu. Des larmes de gratitude picotèrent les yeux de Mia. Marché conclu, murmura-t-elle, la voix remplie de soulagement. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, quelqu'un croyait en elle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Cet après-midi-là, Mia conçut soigneusement un nouveau menu sur ardoise avec une calligraphie élégante et des illustrations attrayantes de tasses à café et de pâtisserie. Quand Monsieur Lehmann vit le produit final, il sourit jusqu'aux oreilles. « Tu as du talent, gamine, dit-il en lui tendant une petite enveloppe d'argent liquide. « Merci. » Mia serra l'enveloppe, l'incrédulité se mêlant à l'exaltation. Ce n'était pas une fortune, à peine de quoi acheter quelques repas, mais c'était la preuve tangible qu'elle n'était pas sans valeur. Quelqu'un l'avait payée pour ses compétences. Elle quitta la boutique la tête ôtée des larmes de joie sur les joues, déterminée à continuer d'avancer. Après avoir quitté le café de Monsieur Lehmann, Mia se dirigea directement vers un restaurant bon marché. Elle avait assez d'argent pour un repas modeste, mais une voix dans sa tête insistait sur le fait que chaque centime comptait pour son avenir. Tiraillée entre la faim et l'ambition, elle opta pour le sandwich le moins cher du menu, juste assez pour tenir le coup. Lorsque la serveuse lui apporta l'addition, Mia ressentit une pointe de fierté inattendue. Elle avait gagné ce repas elle-même, avec son art. En mangeant lentement, elle laissa chaque bouchée lui rappeler la possibilité qui pourrait s'offrir à elle. Elle n'avait jamais rien goûté d'aussi satisfaisant, non pas à cause de la saveur, mais à cause de ce que cela représentait, l'indépendance, aussi petite soit-elle. Cette nuit-là, elle retourna au hangar. Dès qu'elle ferma la porte derrière elle, Mia étala l'argent devant elle sur le sol crasseux, quelques billets froissés et quelques pièces. Sa main tremblait alors qu'elle passait ses doigts dessus. « C'est le début, murmura-t-elle. Je construis quelque chose. » Elle rangea la majeure partie de l'argent, résolue à le dépenser judicieusement. Peut-être achèterait-elle des fournitures d'art ou paierait-elle du temps dans un cybercafé. Elle osa même penser à louer une chambre bon marché un jour, où elle n'aurait pas à dormir à côté des araignées et à respirer la puanteur des vieux produits chimiques. Mais pour l'instant, elle se contentait de contempler cette petite collection d'argent. C'était son premier avant-goût officiel de liberté, une infime preuve qu'elle n'était pas condamnée à rester la fille sans valeur que sa famille prétendait. L'avenir semblait incertain, mais aussi rempli de l'espoir qu'un jour, elle se tiendrait sur un sol solide, regarderait en arrière ce moment et rirait du chemin parcouru. Les jours suivants marquèrent un nouveau chapitre de détermination tranquille pour Mia. Utilisant le peu d'argent liquide qu'elle avait, elle se rendait chaque matin à la bibliothèque. Sur le trottoir. Elle s'enveloppa dans ses bras, transie par plus que la simple brise matinale. Chaque pas vers le dîner semblait lourd. Elle se demanda comment sa vie avait pu prendre un virage aussi radical en l'espace d'une heure. Une partie d'elle voulait appeler tante Denise, sa seule figure maternelle restante. Tante Denise était une femme qui n'édulcorait jamais la réalité, mais elle n'était pas sûre de pouvoir supporter d'entendre la vérité si crue et sans filtre pour le moment. Avant d'entrer dans le dîner, elle jeta un coup d'œil à sa voiture, s'attendant à moitié à voir Lance arriver derrière elle. Mais bien sûr, il n'était pas là. Il était probablement à la maison,
ou peut-être parti retrouver Brielle pour la réconforter. Cette pensée raviva une colère brûlante, il avait blessé Kira et réconforté peut-être sa sœur. L'injustice la transperça. Elle serra les lèvres et poussa la porte du dîner. La cloche au-dessus de sa tête tinta, annonçant son arrivée. Une serveuse aux yeux fatigués et au sourire doux l'accueillit, lui indiquant une banquette près de la fenêtre. « Dure matinée, ma belle ?» demanda doucement la serveuse, remarquant probablement le mascara maculé et les yeux bouffis. Kira força un faible sourire. « On peut dire ça ?» murmura-t-elle. Elle se glissa dans la banquette, le vinyle du siège froid contre ses jambes. Elle commanda un café noir, ignorant le menu. La nourriture semblait impossible à avaler pour l'instant, même si elle avait à peine mangé ces dernières 24 heures. Elle enroula ses mains autour de la tasse quand elle arriva, trouvant un brin de réconfort dans la chaleur. Le léger bourdonnement du dîner l'apaisa suffisamment pour laisser son esprit vagabonder un instant. Elle regarda le lever du soleil à travers la fenêtre, des teintes de rose et d'orange se déversant dans le ciel. Elle trouvait autrefois les matins magiques. Maintenant, c'était comme si tout ce qui était magique avait été dépouillé. Elle se demanda comment elle affronterait un jour de plus, sans parler du reste de sa vie, maintenant que son mari et sa sœur avaient brisé sa confiance. Au fond d'elle, une voix urgente lui disait que tout allait changer de manière irrévocable. Ce n'était pas juste un accroc, c'était le genre de trahison qui reconfigure l'âme d'une personne. Elle ferma les yeux, les larmes montant à nouveau alors qu'elle pensait. Je suis rentré tôt pour le surprendre, et c'est mon monde entier qui est maintenant sens dessus dessous. Une heure plus tard, Kira repoussa son café intact, laissant un maigre pourboire sur la table. Elle ne pouvait plus supporter de rester assise dans le dîner. L'espace exigu et l'odeur de bacon frit ne faisaient qu'amplifier ses émotions tourbillonnantes. Elle vérifia à nouveau son téléphone, le réactivant pour trouver une série de messages de plus en plus désespérés de Lance. 6h05 Lance, Kira, s'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement désolé. Je t'aime. 6h07 Lance, je deviens fou. Où es-tu? 6h15 Lance, ne fais rien de stupide, bébé. S'il te plaît, reviens à la maison. Réglons ça. 6h30 Lance, Kira, si tu as besoin d'espace, je comprends. Mais je ne supporte pas de ne pas savoir où tu es. 7h Lance, je suis désolé. Je sais que les mots ne suffisent pas. Elle eut envie de jeter son téléphone à travers le dîner. Au lieu de cela, elle le glissa dans son sac à main et sortit à nouveau à l'air frais du matin. Elle envisagea d'aller à l'hôtel, mais elle avait besoin de plus qu'un simple oreiller et 4 murs. Elle avait besoin de réconfort. La maison de sa tante serait le mieux, décida-t-elle. Tante Denise était la seule personne sur qui elle pouvait compter pour la soutenir dans son chagrin tout en lui donnant un bon coup de pied aux fesses si elle essayait de trop s'apitoyer. Il fallut encore 20 minutes pour se rendre chez tante Denise. Pendant ce trajet, l'esprit de Kira oscillait entre le chagrin et une sombre acceptation de la réalité. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer les images, le visage de Lance, tordu de culpabilité, et les grands yeux larmoyants de Brielle. Ce simple instant dans la chambre à coucher semblait s'être étiré en une éternité. Tante Denise vivait dans un bungalow pittoresque niché derrière une rangée de haies envahissantes. Dès que Kira se gara, elle vit les rideaux bouger. La porte d'entrée s'ouvrit, révélant une petite femme d'une 50aine d'années. Elle avait des cheveux courts poivre et sel et portait un peignoir en satin turquoise qui criait la flamboyance, un trait pour lequel tante Denise ne s'était jamais excusée. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'état débraillé de Kira. Avant que Kira ne puisse parler, sa tante l'enveloppa dans une étreinte serrée. Le barrage céda, et Kira sanglota enfin librement, les épaules secouées. Tante Denise la fit entrer, fermant la porte derrière elle. Elle conduisit Kira au canapé du salon, drapant une douce couverture sur elle. L'espace sentait le pot pourri à la lavande et le café fraîchement moulu. « Raconte-moi tout, mon enfant » dit doucement tante Denise, la voix empreinte d'inquiétude. Kira essaya de parler, mais sa voix se brisa. Elle s'essuya les yeux et prit quelques profondes inspirations. Je suis rentré tôt de mon voyage d'affaires. Je voulais surprendre Lance. Elle marqua une pause, la gorge serrée par de nouvelles larmes. Mais quand je suis arrivé, il était au lit avec Brielle ma sœur dans notre chambre. Les mains de tante Denise se resserrèrent autour de celles de Kira, les jointures blanchissant. Ce serpent. Siffla-t-elle à voix basse.
Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle je n'ai jamais fait confiance à cet homme. La colère immédiate de sa tante était réconfortante. Kira se sentit validée, moins seule. Je les ai surpris, continua-t-elle. Je me sens si stupide, Tati. Comment ai-je pu ne pas le voir venir? Étais-je aveugle? Les yeux de tante Denise s'adoucirent. N'ose pas te blâmer. Ce genre de trahison est de leur faute, pas de la tienne. Tu as toujours été trop gentille, trop indulgente, et ce n'est pas un péché. Ils en ont profité. La femme plus âgée se leva et arpenta la pièce, les mains sur les hanches. Brielle a toujours été une cause perdue. Je suis désolé, mais elle n'a jamais affronté ses problèmes. Elle portait beaucoup de jalousie, beaucoup d'amertume. J'ai essayé de te le dire avant, mais tu disais toujours qu'elle finirait par grandir. Kira renifla, se remémorant les moments où Brielle avait montré de l'envie envers les réussites de Kira. Ses promotions, sa relation stable avec Lance, son réseau d'amis. Brielle se sentait souvent éclipsée par le succès et la maturité de Kira. Mais franchir cette ligne. Tante Denise se rassit, attirant Kira dans une étreinte protectrice. Mon enfant, tu viens de tomber sur la vérité. Maintenant, c'est à toi de décider de la suite. Vas-tu les laisser te marcher dessus, ou vas-tu en sortir plus forte? Ces mots touchèrent quelque chose au plus profond de Kira. Elle ne se sentait pas forte pour le moment où elle se sentait écrasée, humiliée et brisée. Mais il y avait aussi une étincelle de défiance qui vacillait en elle, née de la rage, du chagrin et du désir brut de survivre. Elle ne répondit pas, se contentant de reposer sa tête sur l'épaule de tante Denise, laissant les larmes couler en rivière silencieuse. Dans les bras de sa tante, elle trouva un refuge momentané contre la tempête qui faisait rage dans sa vie. Demain, elle devrait trouver quoi faire à propos de Lance, de Brielle et de la maison qui lui semblait maintenant souillée. Mais à cet instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de s'accrocher à la seule personne qui ne l'avait jamais trahie. Pendant les heures qui suivirent, Kira resta cloîtrée dans une chambre d'amis chez tante Denise, refusant de parler à qui que ce soit. Elle entendait occasionnellement des conversations étouffées provenant du salon, tante Denise au téléphone, disant probablement à Lance d'aller au diable ou quelque chose de tout aussi cinglant. Chaque fois que le téléphone sonnait, le cœur de Kira sursautait, mais elle n'avait pas l'énergie de répondre. Elle se sentait vidée. Cet après-midi-là, le ciel s'ouvrit dans un orage tonitruant. Des trompes d'eau s'abattaient sur les fenêtres, et la morosité grise correspondait à son humeur. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond d'un air absent, entendant le tonnerre gronder au loin. Tante Denise avait essayé de la persuader de manger, mais Kira ne pouvait rien avaler. La seule chose qu'elle s'autorisa fut de l'eau, bu lentement dans un verre qui semblait perpétuellement à moitié plein. Alors que les heures s'écoulaient, l'orage à l'extérieur devenait plus violent. Kira rassembla finalement l'énergie de vérifier à nouveau son téléphone. Des dizaines d'appels manqués, de SMS et de messages vocaux de Lance, quelques-uns de Brielle, et une flopée de messages de sa meilleure amie, Gina Cruz. Message de Gina, 9h02, chérie, ça va? J'ai entendu dire que tu étais rentrée plus tôt. Appelle-moi. 10h15, tante Denise vient de m'appeler. OMG. Je suis tellement désolé. Je suis là si tu as besoin de moi. 11h30, Kira, décroche, s'il te plaît. Je m'inquiète. Kira ressentit une pointe de culpabilité. Elle était tellement perdue dans son chagrin qu'elle avait oublié de prévenir Gina, la femme qui l'avait soutenue à travers d'innombrables hauts et bas. Rassemblant son courage, elle composa le numéro de Gina. Son ami décrocha à la première sonnerie. Kira? Enfin. Dieu merci, je devenais folle, s'exclama Gina, la voix empreinte d'inquiétude. La voix de Kira sortit en un râle. Je suis désolé. Je ne pouvais pas parler. Ne t'excuse pas, ma belle. Mon cœur se brise pour toi. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens. Une nouvelle vague de larmes monta. Je me sens perdu. Trahi ne suffit même pas à décrire la situation. Je n'arrête pas de les voir. Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois ensemble. Gina expira. Je veux venir te voir. Où es-tu? Je suis chez tante Denise, répondit Kira, la voix tremblante. J'ai juste besoin d'espace, je suppose. Je ne suis pas sûr de ce dont j'ai besoin. Tu veux que je vienne quand même?
Je peux apporter des courses, ou juste, être là. Kira hésita. Elle voulait voir Gina, mais elle avait aussi terriblement peur de s'effondrer encore plus. Donne-moi encore un peu de temps. Murmura-t-elle. Je ne suis pas prête à parler de tout en détail. Entendre ta voix m'aide. Gina semblait elle-même au bord des larmes. D'accord. Mais promets-moi une chose. Tu ne vas pas disparaître. Je suis là. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Une lueur de chaleur s'agita dans la poitrine de Kira. Je sais. Merci, Gina. Je te tiendrai au courant. Elles raccrochèrent. Un autre coup de tonnerre secoua la maison. Kira se leva du lit et se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. L'orage correspondait si parfaitement à ses émotions que cela semblait presque poétique. Finalement, elle décida qu'elle avait besoin d'air frais, peu importe la violence de l'averse. Elle attrapa une vieille veste dans le placard et enfila ses bottes. Quand elle ouvrit la porte de la chambre, tante Denise était là, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tu sors par cette tempête ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai juste besoin de respirer », répondit Kira, la voix neutre. Tante Denise acquiesça, lui tendant un grand parapluie. « Ne va pas attraper la mort là dehors. » Kira força un demi-sourire et sortit. La pluie martelait le parapluie, un vacarme constant qui noyait ses pensées. Elle se dirigea vers sa voiture, réalisant seulement alors qu'elle ne savait pas où elle avait l'intention d'aller. L'idée de retourner à la maison qu'elle partageait avec Lance était impensable. Un hôtel semblait impersonnel. Elle ne voulait pas importuner Gina ou un autre ami. Alors elle s'assit sur le siège conducteur, le moteur éteint, écoutant le tonnerre. Une vague écrasante de larmes menaça à nouveau. Elle agrippa le volant, laissant échapper un sanglot rauque qui résonna dans le petit espace. Le tourbillon de chagrin, de confusion et de rage la laissa tremblante. Elle repensa aux mots de tante Denise, « La douleur, c'est le pouvoir, ma belle. Utilise-la. » À cet instant, tout ce que Kira ressentait, c'était l'impuissance. Elle se noyait dans les images de Lance et Brielle. Le temps qu'ils avaient passé dans ce lit, son lit. Elle essaya d'imaginer comment cela avait pu se produire. Quand cela avait-il commencé? Pourquoi aucun d'eux n'avait-il arrêté ça? Mais peu importe comment elle formulait la question, la réponse faisait toujours aussi mal. Elle finit par conduire sans but sous la pluie, les essuie-glaces travaillant d'arrache-pied. Elle traversa des rues vides et des carrefours sombres, les larmes brouillant par intermittence sa vision. L'horloge numérique de son tableau de bord indiquait 20 heures lorsqu'elle réalisa qu'elle était à court d'essence. Elle s'arrêta à une station-service isolée sous des néons vacillants. Tandis qu'elle remplissait le réservoir, la pluie froide lui piquant les joues, elle fut frappée par sa solitude à cet instant. Une petite voix en elle murmura que c'était une opportunité de se reconstruire, une fin qui pourrait être un commencement. Elle détestait cette voix, car elle n'était pas prête à être optimiste. Elle voulait rester en colère, pleurer, haïr, faire son deuil. Un éclair illumina le ciel, révélant son reflet dans la vitre de la voiture. Trempé, le mascara maculé, le visage pâle de chagrin. Elle se reconnaissait à peine. Puis elle pensa à Lance et Brielle, peut-être dans cette maison, aux prises avec leur propre culpabilité ou leurs excuses. Elle se sentit nauséeuse. Remettant le pistolet à la pompe, elle remonta sur le siège conducteur, le cœur plus lourd qu'avant. Alors qu'elle s'éloignait, l'orage se calma progressivement. Au moment où elle retourna chez tante Denise, un silence feutré s'était installé sur le quartier, rompu seulement par le goutte-à-goutte de la pluie tombant des branches d'arbres. L'épuisement la submergea. Elle entra péniblement dans la maison, trempée, et tante Denise la fit entrer sous une douche chaude sans un mot. Sous l'eau chaude, les larmes de Kira se mêlèrent aux gouttelettes, son corps secoué de sanglots silencieux. Elle se sentait complètement vidée, incertaine si elle retrouverait un jour son identité. Plus tard, elle s'effondra dans son lit chez tante Denise, l'esprit tourbillonnant d'un million de questions et d'aucune réponse. Le tonnerre s'était estompé au loin, mais la tempête dans son cœur faisait rage, implacable et impitoyable. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'amis de tante Denise. Kira était allongée là, complètement éveillée, ayant dormi quelques misérables heures. Son corps semblait lourd, comme si le chagrin lui-même s'était installé dans ses os. Elle fixait le ventilateur de plafond, rejouant de vieux souvenirs dans son esprit. Elle se revoyait à 10 ans,
tenant la petite main de Brielle aux funérailles de leur mère. Elle sentait la moiteur de la paume de Brielle alors qu'elles se tenaient côte à côte, les larmes coulant sur leurs deux visages. Tante Denise les avait recueillis après la mort de leur mère, les élevant du mieux qu'elle pouvait jusqu'à ce que Kira soit assez âgée pour déménager. Mais le vrai flashback qui ne la quittait pas était le jour où Lance l'avait demandé en mariage. C'était un moment si pur et joyeux dans sa vie. Il pique-niquait au bord d'un lac voisin. Il avait soigneusement caché la bague dans une petite boîte en forme de cœur cachée dans le panier en osier. Quand il s'était agenouillé, Kira se souvenait avoir ri et pleuré en même temps, folle de joie qu'un homme aussi merveilleux que Lance veuille être avec elle pour toujours. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Où était passé ce Lance? Où avait-elle été tellement prise dans le fantasme qu'elle avait ignoré qui il était vraiment? Cette dernière pensée faisait plus mal. En milieu de matinée, tante Denise frappa doucement à la porte, entrant avec un plateau de thé et de toast. « Je sais que tu n'as pas beaucoup d'appétit, mais essaie de manger quelque chose, dit-elle en posant le plateau sur une petite table. Kira s'assit lentement, serrant ses genoux. « Merci, murmura-t-elle, la voix pleine de gratitude et de chagrin. Tante Denise approcha une chaise. Je pensais à Brielle. Je me souviens qu'il y a quelques mois, elle a fait un commentaire sur le fait que tu avais la vie parfaite. J'ai eu l'impression qu'elle t'en voulait. As-tu vu des signes? Kira secoua la tête, fixant le motif de la couverture. Nous n'étions plus aussi proches qu'avant, mais je pensais que c'était juste parce qu'elle était occupée avec sa vie, et moi avec la mienne. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait ça. Tante Denise soupira lourdement. Le ressentiment peut être une chose dangereuse. Elle s'est toujours sentie éclipsée. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as été que soutien. Des larmes brûlantes menacèrent à nouveau. J'ai essayé de l'aider chaque fois que je le pouvais. J'ai remboursé une partie de ses prêts étudiants, je l'ai laissée dormir chez nous quelquefois quand elle était entre deux appartements. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me rembourserait comme ça. Les lèvres de tante Denise se pincèrent. Elle est brisée, ma chérie. Et Lance? Pas de mots. C'est un lâche et un menteur. Je sais que ça fait mal, mais tu devras les affronter tôt ou tard. Kira acquiesça lentement, picorant le toast sans réel intérêt. La pensée de les affronter lui tordait l'estomac. Mais une partie d'elle était suffisamment furieuse pour vouloir leur faire face, pour exiger des réponses qu'ils n'avaient probablement pas. Elle sirota le thé, laissant la chaleur la stabiliser. Je pourrais appeler Gina et aller à la maison, notre maison, dit Kira, la voix tremblante. Je ne peux pas l'éviter éternellement. J'ai besoin de vêtements. De documents. Mais plus que ça, j'ai besoin de tourner la page. Tante Denise lui tapota la main. C'est ça l'esprit. Mais n'y va pas seul. Prends Gina avec toi si tu le dois. Ta sœur est Lance. Il pourrait essayer de te manipuler. Une étincelle de détermination vacilla dans la poitrine de Kira. Qu'ils essaient. J'en ai fini d'être un paillasson. Elle termina son thé, et pour la première fois, elle sentit une pointe de colère percer à travers le chagrin. Peut-être que cette colère serait le carburant dont elle avait besoin pour se relever et reprendre sa vie en main. Elle savait que la route à venir serait semée d'embûches, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester paralysée par le chagrin. Alors que la journée avançait, Kira répétait mentalement ce qu'elle pourrait dire lorsqu'elle affronterait enfin Lance et Brielle. Elle ne pouvait pas les contrôler, mais elle pouvait contrôler ses propres actions. Et pour l'instant, sa plus grande décision était de savoir comment manier la douleur qui menaçait de la consumer. La laisserait-elle la réduire en cendres, ou la laisserait-elle la forger en quelqu'un de plus fort? Vers midi, Kira rassembla le courage d'appeler Gina. Le téléphone sonna 2 fois avant que Gina ne réponde, la voix haletante. Kira. Ça va? J'étais morte d'inquiétude. Kira ravala ses larmes. Je tiens le coup. Écoute, je dois retourner à la maison. Je suis ton conseil, je ne peux juste pas le faire seul. Viendras-tu avec moi? Bien sûr, dit Gina immédiatement. Je serai là dans une demi-heure. Tu seras chez tante Denise. Oui. Merci, murmura Kira, un soulagement l'envahissant. Au moment où Gina arriva, Kira s'était changée en une simple blouse blanche et un estompa dans une série de bouleversements émotionnels et de décisions logistiques. Malia prit un congé de son poste de direction dans la mode, ayant besoin de temps pour se remettre.
Elle trouva un loft en ville, un bail à court terme avec d'immenses fenêtres, des murs en briques apparentes et une ambiance chic industrielle qui plaisait à ses instincts créatifs. Le jour du déménagement arriva avant qu'elle ne l'ait pleinement réalisé. Avec l'aide de Johan, Malia emballa ses vêtements essentiels, ses effets personnels et son matériel de création dans un camion de déménagement. Elle laissa derrière elle la plupart des meubles et tout ce qui lui rappelait la vie qu'elle partageait avec Darren. Le loft était minimaliste et en désordre, rempli de cartons, mais Malia ressentit un frisson d'indépendance dès qu'elle y entra. La lumière du soleil inondait les lieux par les immenses fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Le loyer était plus élevé qu'elle ne l'aurait souhaité, mais cet endroit lui semblait être une toile littéralement vierge pour son prochain chapitre. Une fois les déménageurs partis, elle et Johan partagèrent un plat à emporter par terre, entouré de chaos. « Ça va ?» demanda Johan, les yeux parcourant la posture tendue de Malia. Malia prit un moment pour répondre. « Je ne suis pas sûr. Mais il y a une excitation étrange, tu sais ? Pour la première fois, je vis pour moi-même. Sans illusion. Sans attendre l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. C'est terrifiant et libérateur. » Johan lui tendit une bouteille d'eau pétillante. « À ton nouveau départ. » Elles trinquèrent. Malia but le liquide pétillant d'une traite, laissant les bulles lui brûler la gorge. « Je pourrais faire quelque chose de fou, comme créer une toute nouvelle ligne sans règles. » Johan sourit. « Ça ressemble à la Malia que je connais. Tu as toujours eu cette étincelle, mais peut-être qu'elle était atténuée par tout le reste. » Malia s'adossa à une pile de cartons. « J'en ai fini de vivre petitement pour le confort des autres. » Un sourire fugace traversa son visage. Elle sentait le poids du chagrin, mais aussi une détermination croissante. Ce loft, ses briques et ses poutres, symbolisaient une renaissance. Un endroit pour construire une nouvelle version d'elle-même à partir des décombres de la trahison. Quelques jours après s'être installée dans le loft, Malia s'immergea dans des croquis et des planches d'ambiance pour une éventuelle ligne de mode indépendante. C'était un rêve auquel elle avait songé mais qu'elle avait toujours mis de côté en raison de son rôle professionnel trépidant et de ses responsabilités à la maison. Maintenant, elle y voyait une opportunité de laisser sa créativité s'envoler. Au milieu du désordre de tissus et de croquis éparpillés sur le sol en béton du loft, Malia reçut un message d'une ancienne connaissance, Tariq James. D'une voix douce et profondément artistique, Tariq était un photographe indépendant respecté qui avait autrefois collaboré avec elle sur une séance photo pour un magazine à New York. Il avait entendu parler du scandale, apparemment tout le monde en avait entendu parler, mais son message ne portait pas sur cela. Il dit simplement « J'ai entendu dire que tu pourrais commencer quelque chose de nouveau. Si tu as besoin de visuels, j'adorerais aider. » Intriguée, Malia invita Tariq à venir voir ses premiers prototypes. Il arriva en fin d'après-midi, portant un élégant sac d'appareil photo et arborant un sourire facile. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en arrière, et il portait un pull ajusté de couleur sombre qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Malia remarqua quelque chose de réconfortant dans sa présence. Il ne la dévisageait pas avec pitié ni ne la criblait de questions sur l'affaire. « Alors c'est ça, le nouveau studio », dit-il en entrant dans le loft caverneux. Son regard parcourut les planches d'ambiance à moitié terminées épinglées au mur de briques. « J'adore. Ça te ressemble, d'une manière brute et non filtrée. » Malia rougit légèrement, se sentant étrangement exposée. « Je suis encore en train de déballer. Mais c'est ici que je veux donner naissance à ma propre marque. Quelque chose de débridé, quelque chose qui reflète ce que j'ai traversé. » Tariq hocha la tête, posant son sac d'appareil photo. « J'admire ça. La douleur peut être un puissant catalyseur pour l'art. Montre-moi sur quoi tu travailles. » Elle le guida à travers des rangées d'échantillons de tissus, des croquis sur des mannequins, et une planche de vision présentant des lignes audacieuses, des coupes architecturales et des palettes neutres. Tariq étudia chaque création avec un œil appréciateur. « Il y a une force et une acuité ici, comme une armure. Mais je vois aussi des éléments de féminité délicate. » « C'est exactement ce que je vise, » répondit Malia. Une ligne qui embrasse la réalité d'être à la fois vulnérable et incassable. Ils passèrent l'après-midi à discuter de style de photographie, de lieux potentiels et du récit qu'elle voulait transmettre. Malia se surprit à s'ouvrir plus qu'elle ne s'y attendait, expliquant comment chaque création canalisait une émotion spécifique. Chagrin, fureur, résilience, espoir. Tariq écoutait attentivement,
griffonnant occasionnellement des notes. Son acceptation silencieuse de son histoire lui parut comme une bouffée d'air frais. Alors que le crépuscule peignait les fenêtres du loft de nuances d'orange et de rose, elle réalisa à quel point elle appréciait sa douce confiance. Dans un monde qui semblait se nourrir de sa tragédie, Tariq offrait quelque chose de différent, une chance de se concentrer sur la création, pas sur la dévastation. Avant de partir, il prit quelques clichés d'essai d'elle debout près d'un mannequin, la lumière du soir encadrant son visage. Les clics de l'appareil photo résonnèrent dans l'espace caverneux, chaque flash capturant une femme au seuil de la réinvention. Ensuite, il remballa ses affaires, promettant de lui envoyer bientôt les clichés d'essai. « Merci », dit doucement Malia alors qu'il se dirigeait vers la porte. Tariq s'arrêta, rencontrant ses yeux. « Merci de m'avoir fait confiance pour ce projet. Je crois en ce que tu fais ici. » Longtemps après son départ, Malia resta seule dans le loft, revisitant ses créations. Quelque chose s'agita dans sa poitrine, un sentiment renouvelé de détermination, soutenu par la promesse d'une collaboration. Animée d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, Malia se lança corps et âme dans le lancement de sa propre marque de mode. Elle la nomma Carter Cut. Carter _ coupe, un clin d'œil à ses liens fraîchement rompus et à son désir de repartir à zéro. Le nom portait une certaine audace, une déclaration sans complexe de ce qu'elle devenait. Ses journées se transformèrent en un tourbillon de recherche de tissus, de création de patrons et d'appels téléphoniques avec des investisseurs potentiels. Étonnamment, quelques collègues de longue date la contactèrent avec des offres pour soutenir un projet, stimulés par la sympathie pour sa situation ou une croyance sincère en son talent, ou les deux. Bien qu'elle accueillît ce soutien, elle gardait un œil vigilant sur chaque accord, méfiante des agendas cachés. Tariq venait fréquemment, capturant son processus créatif en temps réel. Chaque matin, elle préparait un café fort et étalait ses créations, expliquant l'histoire derrière chaque pièce. Il filmait des extraits des coulisses, photographiait des échantillons et engageait avec elle des conversations franches sur la résilience. Parfois, elle le surprenait à la regarder avec une expression pensive, comme s'il voyait quelque chose de plus profond qu'une simple créatrice au travail. Un après-midi, Joanne passa et fut surprise par l'énergie débordante du loft. Elle trouva Malia penchée sur une machine à coudre, l'expression féroce, inconsciente du chaos qui l'entourait. Des boîtes de nouveaux tissus encombraient l'espace, des vêtements à moitié finis pendaient à des portants. « Salut Wonder Woman », appela Joanne, enjambant prudemment une pile de bobines de fil. « Je vois que tu es en mode création totale. » Malia retira son pied de la pédale, leva les yeux et massa la tension de son cou. Plutôt en mode survie, mais ça fait du bien, comme si chaque point était un pas de plus loin de ce chagrin. Joanne attrapa un tabouret voisin, observant la scène. « Je suis fier de toi, sérieusement. Tout le monde ne peut pas transformer une trahison en un tout nouvel empire. » Malia sourit, bien que sa voix portât une pointe de mélancolie. « J'ai encore des moments où je craque, mais chaque création est comme une thérapie, je canalise ma douleur en quelque chose de tangible. » Joanne tendit la main, serrant le bras de Malia d'un air rassurant. « Continue. Je vois déjà la transformation en toi. » Au fil des semaines, la collection de Malia commença à prendre forme, un éventail saisissant de silhouettes structurées, de coupes audacieuses et de détails discrets comme des lignes de fermeture à glissière formant des motifs géométriques. Elle mit tout son cœur dans chaque vêtement, imaginant les femmes qui les porteraient, des femmes qui pourraient avoir besoin d'une petite armure supplémentaire, d'un rappel de leur propre force. La promesse d'un défilé de mode se profilait à l'horizon, chaque jour la rapprochant du dévoilement de Carter Cut au monde. Malgré la douleur persistante de l'implosion de sa vie personnelle, Malia se sentait plus vivante que jamais. Elle forgeait quelque chose de nouveau et de puissant à partir des cendres, déterminée à définir son récit selon ses propres termes. Le jour où Malia a sorti sa première vidéo teaser pour Carter Cut, Internet s'est enflammé. Tariq avait assemblé des images de Malia dessinant des modèles, coupant des tissus et arpentant le loft avec une détermination tranquille. Sur ces images, Malia interprétait un texte de slam qu'elle avait écrit elle-même. « Je me suis retrouvée dans tes cendres. Perdue dans les braises de la trahison. Mais je me suis relevée, n'est-ce pas? Point par point, j'ai recousu mes blessures. Et j'ai saigné chaque regret. Tu m'as brûlé. Mais tu n'as pas pu m'achever. » La franchise brute a touché une corde sensible. En quelques heures, la vidéo a recueilli des millions de vues sur YouTube et d'autres plateformes sociales. Amis,
Inconnus, célébrités et médias ont tous réagi. Certains ont loué son courage, d'autres se sont émerveillés de son sens de la mode. Une vague de soutien l'a prise par surprise, inondant ses notifications. Malia a parcouru les commentaires avec une excitation tremblante et des larmes aux yeux. C'est ça, l'autonomisation. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle transforme la douleur en article. J'ai hâte de voir toute la collection. Les journalistes ont commencé à la contacter pour des interviews, intrigués par son histoire de trahison et de réinvention. Au lieu de se dérober, Malia a décidé d'utiliser cette exposition pour promouvoir sa marque. Si sa tragédie personnelle alimentait l'intérêt du public, elle exploiterait cette attention pour présenter ses créations et son message. Joanne était extatique, arpentant le loft. « Ma belle, tu es de nouveau en tendance, mais cette fois pour toutes les bonnes raisons. Les gens te considèrent comme la prochaine grande figure de l'industrie de la mode. C'est énorme. » Malia a pris tout cela avec calme, son cœur battant d'un optimisme prudent. « Je suis reconnaissante, mais une partie de moi s'attend toujours au pire. »« Ne fais pas ça, » insista Joanne en la serrant dans ses bras. « C'est ton moment. Profitant. » Alors que le monde bourdonnait autour d'elle, Malia ressentit un profond changement. Elle n'était plus la victime d'un scandale de tromperie virale. Elle était l'architecte de son propre destin, se frayant un chemin grâce à sa pure résilience et sa créativité. Pour la première fois depuis des mois, elle respira profondément, embrassant le succès qui naissait de sa douleur. Quelques matins plus tard, alors que Malia dessinait dans le loft, son téléphone s'illumina d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à décrocher. La voix à l'autre bout du fil se présenta comme un producteur du réseau d'Oprah Winfrey. Ils avaient vu sa vidéo virale et la voulaient pour un segment d'interview axé sur les femmes surmontant la trahison. Le cœur battant, Malia lutta pour garder son sang-froid. Oui, absolument. Ce serait un honneur, dit-elle, les yeux parcourant le loft. Elle raccrocha, hébétée, un sourire étirant ses lèvres. Quand Tariq arriva pour une séance photo prévue cet après-midi-là, il trouva Malia qui sautillait presque sur place. « Tu rayonnes. »« Bonne nouvelle ?» demanda-t-il. Malia raconta les détails, la voix haletante d'excitation. « Oprah me veut dans son émission pour parler de chagrin, de résilience et de ma nouvelle marque. Je n'avais même jamais rêvé de quelque chose comme ça. » Les yeux de Tariq s'illuminèrent. « C'est incroyable, Malia. Tu mérites cette reconnaissance. J'aiderai autant que je peux. » Ils passèrent le reste de la journée à prendre des photos des dernières pièces de sa première collection, capturant le jeu de la lumière et du tissu. Chaque cliché reflétait la transformation que Malia avait subie, ses yeux n'étant plus hantés, mais vibrants et concentrés. Entre les prises, ils parlèrent de l'interview imminente. « Penses-tu que tu parleras de Darren et Zara ?» demanda doucement Tariq en ajustant les paramètres de l'appareil photo. Malia marqua une pause, caressant le bord d'une jupe crayon élégante sur le mannequin. « Je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit publiquement. Mais si Oprah me le demande, je ne mentirai pas. Le monde connaît déjà les bases. » Tariq hocha la tête, prenant une autre photo. « Tu as le droit de partager ta vérité. Souviens-toi juste que c'est ton histoire. Tu décides comment la raconter. » Elle appréciait son soutien et sa perspicacité. Tariq semblait la comprendre à un niveau qui dépassait le simple intérêt professionnel. Il respectait ses limites, ne fouinant jamais trop ni n'offrant d'opinions non sollicitées sur sa vie personnelle. Malia trouvait du réconfort dans cette présence stable. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Son ami publiciste l'aida à élaborer les points clés de son discours. Joanne proposa ses conseils en matière de stylisme. Mama Cora lui donna une bénédiction discrète, lui rappelant le pouvoir de la grâce. Et au milieu de tout cela, Malia laissa une lueur d'excitation rayonner à travers elle. Après tout ce qu'elle avait enduré, avoir une telle plateforme lui semblait presque surréaliste. Avant de monter dans cet avion pour son interview, Malia prit un moment de gratitude silencieuse dans son loft, contemplant la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres. Elle ne survivait plus seulement. Elle était, à bien des égards, en plein essor. Pendant que Malia s'envolait pour son interview avec Oprah, l'attention d'Internet se reporta momentanément sur Zara Carter. Pas pour une bonne raison, d'ailleurs. Un enregistrement audio fuita,
dans lequel Zara minimisait le chagrin de Malia en le qualifiant de « séance d'apitoiement dramatique » et se moquait du public qui tombait dans le panneau de son rôle de victime. Dans l'enregistrement, le ton de Zara dégoulinait d'arrogance. Elle affirmait pouvoir se remettre du scandale parce qu'elle était « la vraie star de la famille ». Elle insinua même que Darren pourrait soutenir financièrement ses nouvelles entreprises une fois ses problèmes juridiques réglés. La réaction fut rapide et sévère. Plusieurs grandes marques qui s'étaient associées à Zara prirent soudainement leur distance, publiant des déclarations officielles soulignant leur engagement envers les normes éthiques et le respect. Les contrats furent résiliés. Les parrainages disparurent du jour au lendemain. Sa marque de rouge à lèvres, autrefois prisée, commença à perdre des détaillants plus vite qu'elle ne pouvait réagir. Quand Malia apprit la nouvelle, elle était en coulisses de l'interview d'Oprah, attendant de passer. Johan lui envoya les gros titres par SMS, fuite audio de Zara Carter, l'indignation. L'influenceuse perd ses sponsors après avoir dénigré sa sœur. Malia ressentit une pointe de sympathie, malgré tout. Elle savait ce que c'était que de voir Internet fondre sur vous comme des vautours. Mais cette sympathie fut fugace, éclipsée par le souvenir de la trahison de Zara. Alors qu'elle arpentait la loge, Malia se demanda si elle devait aborder la chute de Zara dans l'émission. Les producteurs d'Oprah avaient laissé entendre qu'ils incluraient des questions sur les récentes controverses de sa sœur. Malia résolut de garder son sang-froid. Elle ne se réjouirait pas du malheur de Zara, mais elle ne la défendrait pas non plus. La situation de Zara était auto-infligée, un résultat direct de ses paroles et de ses actions insensibles. Au moment où Malia fut appelée sur scène, son téléphone vibra avec un texto de dernière minute d'un contact chez un grand détaillant de produits de beauté. Il disait « La marque de Zara est finie. Nous nous retirons. Je pensais que tu devrais le savoir. » Malia rangea son téléphone et monta sur scène. Les lumières chaudes des projecteurs sur sa peau. Malgré le tourbillon de drame, elle ressentit une calme résolution. Il ne s'agissait plus seulement de trahison, il s'agissait de son parcours au-delà de celle-ci. Alors que les caméras tournaient, elle se rappela qu'elle avait trouvé sa voie dans les cendres, et qu'il était maintenant temps de la partager avec le monde. L'interview de Malia avec Oprah fut diffusée une semaine plus tard, propulsant son histoire vers des sommets encore plus élevés. La réaction fut extrêmement positive, les téléspectateurs louant son sang-froid et sa vulnérabilité. En quelques jours, Carter Cut obtint de nouvelles offres d'investissement, et les grandes publications de mode réclamèrent des avant-premières de sa première ligne. Pendant ce temps, la vie de Darren Carter semblait se défaire à une vitesse vertigineuse. Des problèmes juridiques qui couvaient discrètement éclatèrent au grand jour. Darren était impliqué dans une enquête pour fraude concernant des investissements douteux réalisés par le biais de son cabinet de conseil. Des photos circulèrent de lui quittant un palais de justice, l'air débraillé et hagard, bien loin de l'image soignée qu'il projetait autrefois. Malia garda ses distances, n'apprenant les détails que par les tabloïds et les mises à jour occasionnelles de connaissances mutuelles. Elle ressentit un étrange mélange de pitié et de soulagement. Pitié, parce qu'elle avait autrefois aimé cet homme profondément. Soulagement, parce qu'elle reconnaissait que sa chute n'était pas de sa responsabilité. Un après-midi, alors qu'elle finalisait les ajustements pour ses échantillons de défilé, le téléphone de Malia sonna avec un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, s'attendant à une demande des médias. Au lieu de cela, la voix lasse de Darren retentit. Malia. Je suis désolé. Il commença, le ton brut. J'ai tout gâché. Elle resta silencieuse, le laissant continuer. Je pourrais aller en prison. Mon avocat dit qu'il y a de bonnes chances, avoua Darren. Je n'ai pas appelé pour demander de l'aide ou quoi que ce soit. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. Une vague d'émotion submergea Malia, mais elle se trouva étrangement calme. J'apprécie les excuses, répondit-elle, la voix ferme. Oise étouffée à l'intérieur. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage d'Olivia tordu d'agacement. « Qu'est-ce que tu veux » lança-t-elle. Serena poussa la porte, entrant dans un salon encombré de cartons à moitié emballés et de meubles éparpillés. Victor se tenait près d'un canapé, les épaules affaissées. La tension dans la pièce crépitait. « Vous me devez de l'argent » dit sèchement Serena. « Les paiements sont en retard, et vous esquivez mes appels. » Olivia roula des yeux. « Nous avons quelques problèmes temporaires, d'accord ?
Des revers commerciaux. Le regard de Serena se porta sur Victor, qui évitait son contact visuel. Vous n'avez jamais eu l'intention de me rembourser, réalisa-t-elle à voix haute, la voix tendue de colère. Vous vouliez juste l'argent. Olivia croisa les bras. Nous avions besoin d'aide, siffla-t-elle. Nous en avons toujours besoin. C'est ton père. La famille ne signifie-t-elle rien pour toi? Serena rit amèrement. La famille? Vous m'avez jeté à la rue quand j'étais enfant. Alors non, cette carte ne marchera plus avec moi. Victor leva les yeux, la culpabilité marquant ses traits. Nous avons juste... Nous pensions que nous pourrions te rembourser, mais tout ce que nous avons essayé a échoué. S'il te plaît, donne-nous plus de temps. Les mains de Serena tremblaient, mais elle força le calme dans sa voix. Le contrat était clair. Si vous ne remboursez pas, le manoir reste à moi, libre et quitte de toute charge. Le visage d'Olivia se crispa de haine. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Vous m'avez laissé sans rien, rétorqua Serena, la rage bouillonnant à la surface. Maintenant, vous n'avez rien. Considérez cela comme une justice immanente. Elle tourna les talons et sortit en trombe, ignorant les appels plaintifs de Victor. Une fois dehors, elle s'appuya contre sa voiture, les larmes lui piquant les yeux. Elle n'avait jamais voulu devenir aussi endurcie, mais elle refusait de se laisser abuser à nouveau. La semaine suivante, Serena alla inspecter le manoir qu'elle avait acheté. Bien que l'extérieur conserve encore un air royal, les jardins étaient envahis par la végétation et la peinture des volets commençait à s'écailler. Elle ressentit un étrange tourbillon de nostalgie en franchissant les grilles d'entrée. C'était autrefois sa maison, un lieu de souvenirs dorés et de traumatismes profonds. À sa surprise, elle trouva Victor et Olivia attendant sur les marches de l'entrée. L'expression de Victor était tourmentée, tandis que celle d'Olivia était un mélange de défi et de désespoir. « Que faites-vous ici » demanda Serena, sa voix résonnant dans l'allée vide. Victor fit un pas hésitant en avant. « Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pouvons pas payer notre loyer. S'il te plaît Serena, laisse-nous juste rester ici. » Serena contempla l'imposant manoir derrière eux, le même bâtiment où elle avait grandi. Le souvenir d'avoir été mise à la porte avec un sac poubelle à la main lui retourna l'estomac. « Vous m'avez mise à la porte, vous vous souvenez? Vous ne vouliez même pas me laisser rester une nuit de plus. » Olivia trembla de rage, mais Victor leva une main pour la faire taire. Il fixa ses yeux sur Serena, les larmes menaçant de couler. « Je suis désolé, dit-il pour ce qui semblait être la 100e fois. J'étais faible, et j'ai écouté la mauvaise personne. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je le jure. » La gorge de Serena se serra. Une partie d'elle voulait se déchaîner, crier qu'il était bien trop tard. Mais en regardant Victor, elle reconnut la frêle silhouette d'un père qui avait tout perdu, y compris sa fierté. Elle laissa le silence s'étirer, chaque seconde lourde d'une douleur non résolue. Finalement, elle parla. « J'ai légalement récupéré le manoir, et je peux en faire ce que je veux. Je pourrais vous mettre tous les deux à la porte maintenant, ou je pourrais barricader les portes. Mais je vous donne une chance. » Olivia fronça les sourcils, mais le visage de Victor s'illumina d'une lueur d'espoir. « Nous ferons n'importe quoi, murmura-t-il. Ne nous laisse pas sans abri. » Serena les conduisit à l'intérieur, l'écho de leurs pas emplissant le hall autrefois luxueux. Elle se souvenait du jour où on l'avait escortée dehors sans avertissement, la piqûre de la trahison encore fraîche dans son esprit. Une partie d'elle aspirait à la vengeance, à les voir supplier et souffrir comme elle avait souffert. Pourtant, une autre partie, enfouie profondément sous les cicatrices, voulait juste tourner la page. Ils s'arrêtèrent dans le grand salon, des grains de poussière tourbillonnant dans un rail de soleil. Olivia se tenait à l'écart, les bras croisés sur la défensive. Victor jetait constamment des regards à Serena, attendant son verdict. « Vous avez deux choix, » dit Serena, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Vous pouvez partir maintenant, avec ce que vous pouvez emporter, et ne plus jamais me contacter. Ou... » Elle prit une inspiration, se ressaisissant. « Vous pouvez travailler pour moi. Dans mon entreprise. À des postes de débutants, sans titre ronflant, sans traitement de faveur, et gagner assez pour racheter progressivement votre part de cette maison. » Les mots restèrent en suspens. Les yeux d'Olivia flamboyèrent. « Travailler pour toi » siffla-t-elle.
Comment oses-tu? Victor la coupa, posant une main tremblante sur son bras. Nous le ferons, dit-il, regardant Serena avec un mélange de honte et de gratitude. S'il te plaît. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Serena croisa le regard d'Olivia, qui la fusilla du regard mais resta silencieuse. Olivia pouvait bien mépriser l'idée, mais elle n'avait pas de meilleures options. Serena avait désormais tous les leviers. Très bien, répondit Serena, son ton durci par les souvenirs de cette première nuit dans la rue. Retrouvez-moi à mon bureau lundi matin. Et ne soyez pas en retard. Sur ce, elle les laissa debout dans le silence poussiéreux, le cœur battant alors qu'ils réalisaient toute l'ampleur de leur décision. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la petite mais croissante entreprise de Serena que les nouvelles recrues n'étaient autres que son père et sa belle-mère. Les employés bourdonnaient de spéculation. Certains reconnaissaient le nom de Victor des autrefois importantes entreprises Monroe. Maintenant, il n'était que Victor, un stagiaire au service commercial. Olivia se retrouva au service clientèle, répondant au téléphone et traitant les réclamations. Serena maintenait une distance professionnelle au bureau, n'offrant aucune faveur spéciale. Si quoi que ce soit, elle était plus stricte avec eux qu'avec quiconque. Elle voulait voir s'ils feraient réellement l'effort ou si ce n'était qu'une ruse pour gagner du temps. La transformation de Victor était indéniable. Il arrivait tôt, restait tard et posait des questions avec sérieux. Il ne se plaignait jamais des tâches subalternes. Chaque fois qu'il croisait le regard de Serena, elle sentait un remords sincère, peut-être même de la gratitude d'avoir eu une chance de rédemption. Olivia, en revanche, boudait constamment, se plaignant à chaque instant. Elle trouvait les clients irritants, la charge de travail indigne d'elle. Elle arrivait souvent en retard, offrant des excuses peu convaincantes que personne ne croyait. La rumeur courait qu'elle pourrait démissionner d'un jour à l'autre. Vendredi après-midi, Serena les convoqua tous les deux dans son bureau. Elle ne s'était jamais attendue à devenir leur patronne, pourtant la voilà, assise derrière un bureau en bois poli, parcourant leur rapport de progression. Victor était assis, les mains jointes. Olivia restait debout, comme trop fière pour s'asseoir. Une tension crépitait entre eux. Serena s'adressa d'abord à Victor. « Vous avez progressé. J'apprécie l'effort. » Il hocha la tête, le soulagement gravé sur son visage. « Merci. » Puis elle se tourna vers Olivia. « Votre performance est une autre histoire, dit-elle sans embâche. Voulez-vous même ce travail? » Olivia leva le menton. « Je ne suis pas habituée à ce travail subalterne. » Serena tapota ses doigts sur le bureau, retenant un rire amer. « Moi non plus quand vous m'avez forcé à la rue. Mais je ne me suis pas plainte. Je devais survivre. » Une lueur de culpabilité assombrit les yeux d'Olivia avant qu'elle ne détourne le regard. « Bien. Je ferai mieux. » Serena étudia le visage de sa belle-mère, incertaine si la promesse était sincère. Finalement, elle hocha la tête. « Vous pouvez y aller. Je vous verrai lundi. » Victor et Olivia se levèrent. Victor jeta un regard reconnaissant à Serena avant de faire sortir Olivia. Seule dans son bureau, Serena ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires. Dégoût, pitié et une faible pointe de satisfaction. Elle n'était plus impuissante, mais était-ce vraiment la conclusion dont elle avait besoin? Des mois passèrent, et pendant ce temps, Victor gravit régulièrement les échelons de l'entreprise de Serena, prouvant qu'il possédait toujours un esprit commercial aiguisé lorsqu'on lui en donnait l'occasion. Il ne demanda jamais de traitement de faveur, n'exigea jamais d'augmentation ou de promotion. Au lieu de cela, il les gagna par son dévouement et une humilité que Serena n'avait jamais vue en lui. Olivia, comme on pouvait s'y attendre, ne tint pas longtemps. Excédée par les tâches subalternes, elle entra en trompe dans le bureau de Serena un matin et annonça « Je pars. Vous pensez peut-être avoir gagné, mais croyez-moi, je m'en sortirai très bien. » Serena hocha simplement la tête, peu impressionnée. « Bonne chance, » dit-elle en se levant de son bureau. « Vous pouvez récupérer votre dernier chèque de PORH. » Sur ce, Olivia sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Un sentiment de soulagement envahit Serena. Elle avait redouté ce moment, et pourtant maintenant, il lui semblait libérateur. Peut-être valait-il mieux qu'ils se séparent pour de bon. Pendant ce temps, les rénovations du manoir se poursuivaient. La propriété avait été négligée trop longtemps, et Serena supervisait chaque détail.
Elle trouvait une certaine catharsis à transformer le lieu de son plus sombre souvenir en quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartenait indéniablement. Victor observait en retrait, mettant parfois même la main à la pâte pour les travaux manuels. Le jour où les rénovations furent terminées, Serena invita une équipe de télévision locale à faire un reportage sur son empire florissant de réparation technologique. Une histoire inspirante sur une jeune entrepreneur qui avait surmonté l'adversité. Pendant que les caméras tournaient, elle présenta son atelier, son personnel, et parla avec passion de sa mission de fournir de l'électronique abordable aux communautés défavorisées. Vers la fin du reportage, le journaliste demanda: « Quel est votre prochain grand objectif ?» Serena regarda la caméra, se remémorant chaque moment douloureux qu'il avait mené ici. Dormir dans une voiture en panne, fouiller dans les bennes à ordures, la trahison d'une amie, et le chagrin de l'abandon de son père. D'un regard assuré, elle répondit, « Montrez aux autres que peu importe combien de fois la vie vous met à terre, vous pouvez toujours vous relever. » Lorsque le reportage fut diffusé, il devint viral. Les téléspectateurs furent fascinés par son histoire, une outsider qui avait transformé sa douleur en pouvoir, bâtissant finalement une entreprise multimillionnaire. Les médias sociaux s'enflammèrent d'éloges et de soutien. Des investisseurs appelèrent, des organisations à but non lucratif la contactèrent, et des gens qui avaient autrefois méprisé son nom enviaient maintenant son succès. Et dans le calme qui suivit sa nouvelle célébrité, Serena franchit la grande entrée du manoir. Elle trouva Victor dans le salon, contemplant un portrait de famille datant d'il y a des années. Dessus, une jeune Serena était assise à côté d'un Victor plus jeune et plus heureux. L'image était couverte de poussière, une relique d'un temps avant que tant de choses ne tournent mal. Il leva les yeux alors qu'elle approchait. « Je ne peux pas exprimer à quel point je suis fier de toi, dit-il doucement. Tu as fait tout ça. Sans moi. » La gorge de Serena se serra. Elle ne cherchait plus sa fierté. Elle n'en avait pas besoin. Mais l'entendre offrit un petit baume guérisseur à ses vieilles blessures. Elle hocha la tête, incertaine de quoi dire, et se tourna pour s'éloigner. Sa voix l'arrêta. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Sans se retourner, elle répondit, « Ne la gâche pas. » Un mois plus tard, Serena se retrouva dans un studio de télévision élégant, assise en face d'un animateur de talk-show bien connu. Les lumières vives illuminaient sa posture confiante et son sourire posé. Des millions de personnes regardaient depuis leurs écrans, impatientes d'entendre toute l'histoire derrière la sensation virale. L'animateur se pencha en avant, les yeux écarquillés de curiosité. « Serena, vous avez traversé tant d'épreuves. Abandon, sans-abrisme, trahison, et maintenant vous êtes une femme d'affaires prospère. Quel message avez-vous pour le monde ?» Serena inspira, le cœur battant, les souvenirs défilant dans son esprit comme une bobine de film. Elle se souvint du vent froid soufflant à travers les vitres brisées de cette voiture abandonnée, du goût des sandwichs rassis sortis des bennes à ordures, et de la piqûre du rejet de son père. Puis elle regarda droit dans la caméra, sa voix claire. « Ne laissez jamais personne décider de votre valeur. C'est votre travail. Les gens peuvent essayer de vous briser ou de vous freiner, mais votre valeur n'est pas quelque chose qu'ils peuvent définir. C'est vous qui choisissez qui vous devenez. » Les applaudissements emplirent le studio. Quelque part dans la ville, Miss Lila regardait l'émission depuis son restaurant, des larmes de fierté brillant dans ses yeux. Damon, appuyé contre un mur dans une ruelle, sourit narquoisement à la télévision dans une vitrine de magasin, les bras croisés alors qu'il l'encourageait silencieusement. Malcolm Everett, dans son bureau en attique, sourit à l'écran, rassuré que son investissement n'ait pas seulement changé une vie mais en ait inspiré d'innombrables autres. Et dans le manoir qu'il louait désormais à sa fille, Victor Monroe était assis seul dans le salon, la télécommande serrée dans sa main. Ses yeux s'attardèrent sur le visage de Serena à la télévision, la même petite fille qu'il avait autrefois exclue et trahie. Il baissa le regard, submergé par un profond regret, se demandant ce qui aurait pu être s'il n'avait jamais laissé Olivia lui tordre le cœur. Mais pour Serena, l'incertitude de ces « et si » n'avait plus d'importance. Elle avait trouvé sa voie, non seulement vers la richesse, mais vers un sentiment d'estime de soi qui ne pourrait plus jamais lui être enlevé. L'interview se termina par une ovation debout, et Serena quitta le studio en se sentant légère, comme si les derniers liens avec son passé avaient été coupés, ou du moins transformés en une leçon, un témoignage de sa résilience. Son histoire continua de résonner bien au-delà de ce jour. Des extraits de son interview furent partagés sur les plateformes de médias sociaux, vus par des millions de personnes qui trouvèrent de l'espoir dans son parcours.
Et bien qu'elle n'ait jamais oublié la douleur de ses premières années, elle ne vivait plus définie par elle. Elle avait bâti un empire selon ses propres termes, et ce faisant, avait repris sa vie des ombres de la trahison. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.